Bien, alors comme je disais, donc il y a un projet sur lequel vous allez travailler, donc qui va en fait à travers lequel on va essayer de monter un peu en compétence sur cette partie J2E. Eh ben, c'est vrai que nous avons fait pratiquement beaucoup de choses qui sont très importantes pour ce cours-là, pour généralement pour l'ingénierie logicielle. Donc, je vous rappelle que pratiquement jusqu'à présent sur la partie J2E, donc nous avons commencé par le principe de l'inversion de contrôle et l'injection des dépendances. Nous avons ensuite fait un cours sur la partie GPA, Hibernate Spring Data. Ensuite, nous avons fait un cours sur l'architecture Web J2E, en passant par les concepts de base HTTP, Servlet, JSP. Et après, par la suite, donc, nous avons vu comment travailler avec Spring MVC. Et dans la partie Spring MVC, donc, on était sur en fait un certain nombre de choses. Donc la dernière partie qu'on avait traitée, c'est Spring Security. Donc il est question donc de travailler sur un exemple lié à la gestion des patients. Donc c'est un bon exemple qui est on va dire complet. Donc vous avez toute une série de vidéos qui vous permettent de en fait de montrer comment travailler à de la partie, c'est-à-dire comment utiliser pratiquement les fonctionnalités de Spring pour développer une application. Et en fait, j'avais sans oublier que pour développer une application, en fait, une application WebJ2E, donc il y a deux approches. Il y a l'approche rendue côté serveur et l'approche rendue côté client. Alors, je vous rappelle juste la différence avant de parler de l'énoncé du projet. Alors, dans l'approche rendue côté serveur, généralement, en fait, le client envoie une requête HTTP. Ensuite, tout simplement, toutes les requêtes HTTP, ils vont être interceptées par le contrôleur frontal de l'application qui est dispatcher servlet. En fait, ce contrôleur frontal, pour chaque requête, il fait appel à une méthode du contrôleur. Et la méthode du contrôleur va faire le traitement. Généralement, on a besoin d'accéder à la couche DAO. Par exemple, avec l'interface patient repository, on peut faire appel à la méthode findAll pour récupérer la liste des patients. Et après, par la suite, on va stocker les résultats dans le modèle. En fait, un modèle, c'est un objet qui permet de stocker les données qui sont affichées dans la vue. Et après, on va retourner la vue. Et après, Dispatcher Servlet va faire appel au contrôleur. Plutôt, on va retourner le nom de la vue à Dispatcher Servlet. Et lui, il va chercher, il va demander au moteur de template. Alors, dans notre cas, nous avons utilisé TeamLeaf comme moteur de template. Il va lui demander donc de traiter la vue. Côté serveur, après le moteur de template, il va traiter la vue. Et quand il va traiter la vue, il va récupérer les informations, les données à afficher à partir du modèle. Et tout simplement, il récupère les données. Après, il va générer le code HTML côté serveur. Et c'est ce code HTML qui va être envoyé vers le client. Le TP que vous venez de faire avec gestion des patients, tout tourne comme ça parce que le client envoie la requête, une méthode du contrôleur s'exécute, il retourne la vue, il fait appel au moteur de template, il va traiter la vue, il génère un rendu HTML et ainsi de suite. Alors ça c'est en fait c'est comme ça que ça se passe si vous voulez dans l'approche rendue côté serveur. Alors, dans l'approche rendue côté serveur, le client envoie une requête, il reçoit du HTML. Ça veut dire que le code HTML, il est généré côté serveur. Donc, ça s'appelle server-side render. Ou server-side rendering, c'est tout simplement si le rendu de la page se fait côté serveur. Alors, en revanche, il y a une autre approche qui est très en fait, courtisée par les entreprises depuis maintenant ces dernières années. C'est qu'au lieu d'utiliser l'approche rendue côté serveur, on peut faire l'approche rendue côté client. Alors, il faut bien remarquer que dans l'approche rendue côté serveur, en fait, le client n'a pas besoin en fait, côté client, nous n'avons pas besoin d'utiliser un framework JavaScript quelconque pour bien sûr traiter les vues. Pourquoi? Parce que les vues sont déjà formatées en HTML. Alors, en revanche, dans l'approche rendue côté client, les choses sont différentes. C'est que quand un client envoie une requête HTTP, bon, la requête HTTP passe via en fait dispatcher servlet, les voit le contrôleur frontal, qui va faire appel à une méthode. La méthode exécute un traitement, donc on fait appel à la couche métier, on récupère les résultats.
Alors, déjà, bon, il faut dire que Dispatcher Servlet, il fait appel à la méthode au niveau du contrôleur. Alors, cette fois-ci, on va plus l'appeler un contrôleur, mais plutôt on va l'appeler un REST contrôleur. Pourquoi un REST contrôleur? Parce qu'il va fonctionner sous forme d'un web service RESTful, en quelque sorte. Donc, en fait, Dispatcher Servlet fait appel à la méthode. Il va faire le traitement, on récupère les résultats. Et ces résultats-là, tout simplement, on va les retourner directement. Donc, je retourne directement la liste des objets à Dispatcher Servlet. Et Dispatcher Servlet, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre de la liste, retourner des résultats. Il va la sérialiser au client. Il va l'envoyer au client au format JSON. Alors, on peut utiliser d'autres formats comme XML et d'autres formats, mais généralement, c'est le format JSON qui est utilisé. Et après, donc, ça veut dire que le client, cette fois-ci, il ne reçoit pas du HTML, mais il reçoit des données en format JSON. Et après, c'est ici, au côté client, au niveau du client, que maintenant, nous avons besoin de prendre les données au format JSON et de les formater ou bien de les afficher au format HTML. Alors, dans ce cas-là, nous avons besoin, côté client, d'utiliser un framework côté client, comme Angular Framework, ou bien React.js, ou bien Vue.js. C'est des frameworks qu'il faut absolument connaître, il faut maîtriser, parce qu'en fait, les entreprises les utilisent pratiquement. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet pratiquement, c'est-à-dire qui n'utilisent pas un framework côté client également. Donc, ça veut dire que nous aurons besoin de faire un cours sur cette partie-là. Justement, c'est l'occasion de ce projet-là. En fait, le projet que nous allons, sur lequel vous allez travailler. Donc, bon, déjà, juste approche rendu côté serveur, rendu côté client. Est-ce que c'est clair? Enfin, je l'ai déjà expliqué dans le cours, dans les cours précédents, mais je tiens juste à vous le rappeler. Alors, vous remarquez que dans l'approche côté serveur, donc vous avez dans la partie backend, dans la partie serveur, il n'y a pas beaucoup de... en fait, on n'a pas besoin d'utiliser un moteur de template côté serveur. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'utiliser ça. Teamleaf n'a pas besoin. Le moteur de template Teamleaf qui est chez le client. Et dans ce cas-là, c'est du JavaScript. C'est-à-dire, ce qu'on fait avec Teamleaf côté serveur, on va le faire avec Angular côté client ou bien avec React.js côté client. C'est la même chose. غير هو ملي كنديروا هاد les choses côté client, et bien tout simplement vous aurez à utiliser du JavaScript en quelque sorte, parce que vous le savez, côté navigateur, donc on n'utilise que du JavaScript. Alors voilà, est-ce que vous avez une question concernant ce petit rappel? Non? C'est clair? Ok. Non, Oui? non, je voulais dire que non, tout est clair, merci. Oui, très bien, merci. Voilà, alors donc le projet sur lequel vous allez travailler, donc c'est un projet, donc en fait le projet que j'ai choisi pour vous, donc c'est un projet dans lequel qui permet donc de faire la gestion des cinémas. Alors ça fait un bout de temps que vous n'avez pas été au cinéma, n'est-ce pas? Mais vous regardez beaucoup de Oui, films à la maison. cinéma à la maison. Cinéma à la maison. Alors, donc, le projet, donc, c'est un projet web et mobile. Donc, بالنسبة لي أنا هذا هو en fait la partie qui va à travers laquelle vous allez expérimenter, en fait, vous allez pratiquer tout ce que vous avez tout ce que vous avez développé, tout ce que vous avez appris dans la partie architecture J2E et tout ce que vous allez apprendre aussi dans la partie mobile. Alors, en fait, dans ce projet-là, nous allons gérer donc des cinémas. C'est un projet web et mobile qui permet de gérer des cinémas. Donc, chaque cinéma se trouve dans une ville qui est définie par un code, le nom et la position géographique. Donc, ça veut dire on va essayer donc de géolocaliser les cinémas. Donc, on aura besoin d'ajouter des attributs donc dans le cinéma. Et après, les cinémas contiennent un ensemble de salles. Et chaque salle contient un ensemble de places. Donc, ça dit la première des choses, vous allez avoir les villes qui contiennent des cinémas. Chaque cinéma, il y a un ensemble de salles et chaque salle contient un ensemble de places. Ça, c'est la première des choses.
Et après, chaque place a un numéro et positionné géographiquement. Ça veut dire, pour les salles, on a besoin d'ajouter des attributs comme la longitude, latitude et latitude. Donc ça, c'est des coordonnées géographiques. Donc, la première partie, c'est la gestion d'abord les cinémas. Et après, maintenant, après la deuxième partie, c'est la gestion des projections des films. Alors, quotidiennement, on va projeter, on va programmer plusieurs projections de films dans des salles. Ça veut dire qu'il y a des films qui vont être projetés dans des salles. Alors, chaque projection se déroule dans une séance donnée. Alors, on va supposer que nous aurons un certain nombre de séances. La séance de 15 heures, de 17 heures par exemple, etc. Donc, on peut ajouter des séances dans la base de données. Donc, pour nous, la séance, c'est tout simplement c'est leur début. Et après, donc, chaque projection concerne un film et se déroule dans une salle à une date donnée. Donc, on va enregistrer la date de projection et avec un prix fixe. Donc, c'est un prix qu'on va fixer pour chaque projection. Et après, chaque séance est définie par le numéro de la séance, leur début de la séance. Pour chaque projection, on prévoit de vendre un ensemble de tickets. Donc, une fois que nous avons planifié une projection d'un film X dans une salle Y à une date donnée pour une séance donnée, nous allons mettre en vente les tickets donc pour cette projection-là. Alors, donc chaque ticket concerne une place et défini par le nom du client. Alors ici, pour limiter un peu le périmètre du projet, nous allons utiliser donc en fait, juste le nom du client. Bon, de toute façon, sinon, on peut ajouter la classe client également pour gérer donc les clients. Mais ici, quand un client va acheter un ticket, il a juste besoin de spécifier le nom. Et donc, on aura un prix pour le ticket. Alors, en fait, le prix pour le ticket, généralement, par défaut, c'est le prix qui est fixé pour la projection. Mais c'est pas toujours c'est pas le même prix. Pourquoi? Parce que parfois, on peut acheter des tickets avec c'est-à-dire des promotions, avec des codes promotionnels, ou bien avec un système de tarification donc du ticket. Et après, on va juste spécifier le code de paiement, la même chose. Ici, on ne va pas développer la partie donc paiement en ligne, donc vous pouvez l'ajouter dans le projet. Mais dans un premier temps, on va juste faire quelque chose de plus simple dans un premier temps, et après, vous pouvez voir dans votre projet comment ajouter le paiement en ligne. C'est très important que vous le fassiez au moins une fois. Alors, les films sont classés par catégorie. Et après, l'application se compose de deux parties. Il y a la partie back-end et la partie front-end. Alors, dans la partie back-end, donc pour les spécifications fonctionnelles du projet, donc d'abord, l'application doit permettre de faire la gestion des cinémas, donc tout ce qui est consultation, saisie, etc. Bon, ça c'est presque parce qu'on a toujours besoin de gérer des villes. On va ajouter des villes. Après, dans chaque ville, on va ajouter des cinémas. Dans chaque cinéma, on va gérer des salles. Dans chaque salle, on va gérer les places. Et après, on va gérer les films, les catégories du film, les projections et les tickets. Donc, globalement, la gestion des données. Bon, la partie back-end, il est basée donc sur Spring et se compose de trois couches. Il y a la couche DAO, la couche métier, ce qu'on va appeler la couche service, et la couche web. En fait, la couche DAO, elle est basée sur Spring Data, GPA Hibernate. Donc, ça, c'est ce que nous avons vu. La couche métier, donc, on va l'introduire dans ce projet-là parce que parfois, dans les applications, parfois on a besoin de créer des méthodes pour effectuer des traitements. Les traitements dans les applications, ce n'est pas toujours save, find all, find by, parce que quand vous avez que des opérations comme find all, find by ou save, find by ID, etc. Bon, à la rigueur, vous n'avez pas besoin de la couche métier, c'est ce que nous avons vu dans le dernier TP. Vous pouvez toujours, c'est-à-dire faire appel à la couche DAO, parce que ça, les méthodes sont déjà prêtes. Mais parfois, on a besoin vraiment de faire des traitements, c'est-à-dire, on a besoin d'aller à la couche DAO, on récupère des données, on fait des traitements et après on retourne des résultats. Donc, on va voir dans ce cas-là donc quelques exemples de traitements qu'on va ajouter au niveau de la couche métier. Et après, il y a la couche web. Alors, en fait, pour la couche web, ici, donc, nous allons utiliser l'approche rendue côté client et l'approche rendue côté serveur. Donc, dans votre projet, vous allez utiliser les deux. Donc, vous allez utiliser en quelque sorte
Dans une partie, on va utiliser donc le framework Angular, par exemple, ou bien React.js. Donc, en principe, souvent, il faut choisir un parce qu'on ne peut pas travailler avec les deux. Il faut d'abord maîtriser un. Donc, je vous recommande de travailler avec Angular qui est très, très, très utilisé, aussi bien que React. Donc, tous ces frameworks-là, de toute façon, vous allez les utiliser. Alors, en tout cas, vous allez devoir connaître les deux. Parce que dans le projet mobile, il y a une partie React Native, donc vous aurez besoin d'utiliser React.js. Et après, si vous travaillez avec Ionic, vous allez utiliser Angular. Donc, de toute façon, c'est des compétences que vous allez développer. Donc, en tout cas, donc, il y a une partie dans le projet dans laquelle on va utiliser la partie front-end. On va la développer avec Angular ou bien React.js. Et après, il y a une partie dans laquelle on va utiliser TeamLeaf. Donc, c'est pour combiner, c'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est la gestion des données, ajouter, supprimer, et tout ça, donc on peut utiliser, par exemple, TeamLeaf. Donc, c'est pour un peu, en tout cas, dans le projet, ça va vous permettre de comprendre et de maîtriser les deux. Mais il y a donc une partie, donc, par exemple, pour le client, on va essayer donc d'utiliser Angular. Alors la sécurité sera basée sur Spring Security et vous aurez l'occasion de voir comment utiliser JSON Web Token donc pour voir comment sécuriser en fait les applications. Alors en fait donc dans cette séance donc pour vous donner un coup de pouce donc je vais vous montrer d'abord comment au niveau de la conception parce qu'il faut comprendre d'abord la partie conception. On va donc pour la partie conception je vais juste rapidement vous projeter. Je vais vous projeter donc parce qu'en fait il y a une série de vidéos que je vais vous donner donc ça c'est cinéma. Alors c'est celle-là. Alors pour un peu juste vous donner les parties on va dire les plus importantes, je vais revenir ici. Voilà. Ok. Alors je vais faire une lecture 2 fois la vitesse. Ok. Donc vous avez l'écran. Oui, oui, oui. Très bien. Alors en fait, donc pour la partie conception, donc ici donc je suppose que vous allez utiliser un outil de conception, notamment pour créer le diagramme de classe. Vous avez déjà utilisé un outil comme Power Designer, un outil comme ça, non? Un outil avec lequel vous dessinez des diagrammes UML. Non? Un Oui. stage. En fait, les outils c'est-à-dire de conception humaine, donc il y en a beaucoup, donc vous pouvez en tout cas les chercher. Mais ici, donc je vous montre juste comment j'utilise donc Power Designer. Voilà. Alors dans cet outil-là, donc ce que je vais faire, je vais créer un diagramme de classe. Alors le plus important pour nous, c'est la conception, ce n'est pas l'outil, hein. Donc c'est juste, on fait la conception. Alors on crée un diagramme de classe, nouveau modèle, diagramme de classe. Et ici, donc, je vais dessiner mes classes. Alors ici, donc, d'abord, je crée une classe cinéma, donc la première des choses, et les attributs. Moi, les attributs de cinéma, donc j'ai besoin d'un attribut ID, le nom du cinéma, qui est le type string. J'ai besoin des attributs de géolocalisation, longitude, latitude et l'altitude. Alors moi, les informations que je vais utiliser. Et après, je peux ajouter un attribut qui n'est pas obligatoire, c'est le nombre de salles. Alors en fait, pourquoi c'est pas obligatoire? Parce que normalement, le nombre de salles, c'est un champ calculable. C'est-à-dire, on peut le calculer à partir c'est-à-dire de la table salle. Mais comme pour éviter à chaque fois d'exécuter une requête SQL pour connaître le nombre de salles, donc on peut, ça fait partie des bonnes pratiques d'ajouter un attribut, par exemple nombre de salles, dans lequel on peut stocker le nombre de salles. Comme ça, à chaque fois que je consulte le cinéma, je peux savoir le nombre de salles du cinéma sans avoir besoin d'aller vers la table salle pour le savoir. Donc ça peut être utile.
Donc ça c'est la première classe. Alors en fait la deuxième classe donc c'est la ville, donc parce qu'en fait un cinéma se trouve dans une ville. Donc pour nous donc une ville est définie par son ID, par le nom en fait de la ville, et après par la même chose. Si vous voulez géolocaliser les villes, on va ajouter les attributs comme longitude, latitude et l'altitude. Bon, ça c'est toujours ça peut être utile. Donc voilà, donc ça c'est pour la ville. Et après par la suite, donc on va en fait on va créer une relation entre ces deux entités. Alors sûrement donc ça vous le saurez, donc c'est une relation de type one to many, many to one. Pourquoi? Parce que vous avez en fait un cinéma se trouve dans une ville et une ville peut contenir plusieurs cinémas. Alors c'est ce que je vais faire ici. Voilà. Donc une fois que j'ai l'entité ville, maintenant je vais utiliser donc la relation et je vais dessiner la relation. Voilà. Alors la relation maintenant, ça j'en ai déjà parlé, il peut être soit unidirectionnel, soit bidirectionnel. Alors d'abord, au niveau des tailles des relations, c'est une relation one to many, many to one. C'est-à-dire côté ville, c'est plusieurs, plutôt si côté ville c'est un, parce qu'en fait un cinéma appartient à une ville, c'est 1. Et côté en fait cinéma, c'est plusieurs, donc c'est 1 étoile. Et après, si vous voulez que l'association soit bidirectionnelle, on peut cocher navigable de chaque côté, ici. Alors ici, donc, vous avez un exemple d'une relation bidirectionnelle de type one to many, many to one. Alors, ça veut dire quoi? Une relation bidirectionnelle one to many, many to one entre ces deux classes. Ça signifie la relation, elle va se traduire par elle va se traduire par deux choses. D'abord, au niveau des classes Java, par exemple. Alors, quand je dis au niveau des classes, peu importe, ça peut être Java, ça peut être un autre langage, peu importe, c'est la même chose. Du moment que vous Dans faites la- l'orienté objet, Je donc pense que je sais, monsieur, dans un cinéma, dans la classe cinéma, il n'y aura qu'une seule ville, et dans la classe ville, il y aura un arrêt de cinéma. c'est exactement. Donc, ça veut dire que au niveau des classes, au niveau de la classe cinéma, on va déclarer un objet de type ville. Et après, dans la classe ville, on va déclarer une collection ou bien une liste de cinéma. Donc, l'objet, ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai un objet ville, je peux avoir la liste, je peux connaître la liste des cinémas associés à cette ville. Et si j'ai un objet cinéma, je peux avoir les informations sur la ville. Donc, ça veut dire que la relation, elle est navigable dans les deux sens. Mais en fait, la réalité, c'est dans l'orienté objet. Ça veut dire quoi? Une relation bidirectionnelle. Une association bidirectionnelle, quand vous dites un objet A et un objet B sont liés par une relation bidirectionnelle, ça veut dire que l'objet A possède l'adresse mémoire de l'objet B et l'objet B possède l'adresse mémoire de l'objet A. Donc là, c'est une relation qui est bidirectionnelle. Parce que de toute façon, un objet, il se trouve dans la RAM. Et quand il se trouve dans la RAM, il a une adresse mémoire. Donc quand c'est bidirectionnel, ça veut dire que l'objet A peut contacter l'objet B parce qu'il dispose de son adresse mémoire. Et l'objet B peut contacter l'objet A parce qu'il dispose également de son adresse mémoire. Voilà. Alors maintenant, ça c'est un l'objet. Alors maintenant, au niveau relationnel, ça vous le savez, dans les bases de données relationnelles, quand vous avez une relation one to many, many to one, que ce soit one to many ou many to one, parce que de toute façon, il s'agit de la même relation. One to many d'un côté et many to one de l'autre côté. Alors, quand vous avez une relation one to many, many to one, donc au niveau base de données, ça vous le savez, elle va se traduire par la création de deux tables. Il y a la table cinéma et la table ville. Alors, et après, la clé primaire de ville devient clé étrangère dans cinéma. On a fait les bases de données relationnelles. C'est-à-dire que là où vous avez par exemple, un cinéma appartient à une ville. Donc automatiquement, la table cinéma, j'ai une clé étrangère qui est liée à la ville, qui permet de lier la table cinéma à la table ville. Donc ça veut dire la clé primaire, en quelque sorte, la clé primaire de ville devient clé étrangère dans cinéma. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez déjà appris dans les fondamentaux des bases de données relationnelles. Alors et après, vous allez voir que dans ce projet-là, il y a une bonne partie donc des relations si one to many, many to one. C'est le cas par exemple
le cas de, par exemple, un cinéma contient plusieurs salles. C'est la même chose. Donc nous aurons besoin d'ajouter une autre classe, salle. Alors cette classe salle, on va définir par les attributs ID, les attributs name, le nom, et les autres attributs. Voilà, donc pour la salle, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter le nombre de places. La même chose. En fait, je n'ai pas besoin du nombre de places parce que je peux le connaître à partir de la table place. Mais pour éviter à chaque fois d'exécuter une requête pour savoir le nombre de places dans une salle, comme je viens de dire tout à l'heure, il est pratique d'ajouter un attribut, par exemple le nombre de places. Bon, ici donc c'est juste pour réduire la pression sur les systèmes de gestion de base de données. Alors c'est comme si par exemple vous avez une liste d'étudiants et vous avez des classes. Vous avez une feuille Excel par exemple dans laquelle vous mettez les classes, vous avez les différentes classes. Et après vous dites la classe, chaque classe et vous mettez le nombre d'étudiants. Logiquement avec le nombre d'étudiants, si vous le mettez dans la feuille où se trouvent les classes, donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de consulter avec la liste des étudiants pour savoir le nombre d'étudiants. Donc ça veut dire il suffit de voir avec la feuille de classe, vous pouvez savoir le nombre d'étudiants. Mais si vous n'avez pas avec le nombre d'étudiants la feuille classe, à chaque fois que vous regardez une classe, il faut aller vers la feuille d'étudiants, il faut compter le nombre d'étudiants pour dire voilà, dans cette classe j'ai 30 étudiants. Ben, c'est pareil, donc c'est-à-dire c'est une information en plus qu'on met dans la table, mais il a comme l'information, à un moment donné, ça va améliorer les performances de l'application. Pourquoi? Parce que c'est juste pour à chaque fois si je veux avoir le nombre d'étudiants, ben, tout simplement, à chaque fois que j'ai une classe, je connais déjà le nombre d'étudiants, donc je n'ai pas besoin d'aller vers la table. Mais en revanche, à chaque fois que j'ajoute un étudiant, il faut changer le nombre de places. C'est-à-dire c'est un champ qu'il faut mettre à jour, comme par exemple le nombre de salles, le nombre par exemple de cinéma change. Alors faites la même chose ici. Donc vous avez une relation entre cinéma et salle. C'est une relation bidirectionnelle, la même chose. One to many, many to one. Donc ici côté cinéma, donc c'est une association bidirectionnelle. Côté cinéma, donc ça va être one, parce qu'en fait, une salle se trouve dans un cinéma. Donc ici 1, et là c'est plusieurs. Donc je reprends. Vous avez ici 1, et là c'est plusieurs. Après, si vous voulez que ça soit une agrégation ou bien une composition, etc. Donc ici vous cochez juste agrégation, composition. Alors ici donc peu importe. Donc vous rappelez, donc juste pour rappeler, quand vous dites le cinéma contient des salles, en fait le cinéma contient des salles, mais généralement quand vous avez les salles se trouvent dans le cinéma, donc c'est plutôt donc une agrégation, c'est-à-dire en fait parce que c'est quoi le cinéma? C'est un ensemble de salles. Mais dans la gestion des données, ça c'est pas important parce que toutes les relations pouvaient utiliser des associations simples. Ça revient au même parce qu'en fait vous êtes bien dans un modèle relationnel et pour vous donc chaque entité de toute façon c'est une table séparée. Donc ce qui fait c'est plus des associations que autre chose. Alors ici donc voilà. Alors vous avez donc une relation entre minute et après on fait la même chose. Alors ici, une salle contient un ensemble de places. Alors chaque place est définie par les attributs. Il y a au moins le ID de type long. Il y a le numéro de la place. Et après la même chose, donc les places, on va faire la géolocalisation, c'est-à-dire pour chaque place, on va définir longitude, latitude et latitude. Alors on peut se poser la question à quoi ça va servir les informations. Ça peut être utile par exemple pour l'application mobile. L'application mobile par exemple, le client par exemple peut être guidé par l'application mobile jusqu'à la place. Alors imagine il n'y a pas de lumière, donc en principe vous rentrez,
Imaginez que votre application mobile, il va vous dire d'aller vers tel couloir et jusqu'à la place, ça peut être quand même utile. Donc ça, c'est pour géolocaliser les places. Alors, après, donc la même chose, il y a une relation one to many, many to one. C'est une relation bidirectionnelle. Et après, on va essayer donc de... Tout ça, c'est des relations. Alors maintenant, ça, c'est la première partie. Donc le cinéma contient des villes. Plutôt, une ville contient des cinémas. Une ville contient plusieurs cinémas. Un cinéma contient plusieurs salles. Une salle contient plusieurs places. C'est très simple. Alors maintenant, la deuxième partie, c'est les projections. Maintenant, donc nous avons des films. Et après, chaque film peut être projeté. On va programmer des projections des films dans des salles. Alors, ça veut dire que nous aurons besoin de créer d'abord la classe film, parce qu'en fait, il y aura des films qui sont classés par catégorie. Et après, on va les projeter dans des salles. Alors, sauf que cette fois-ci, on aura une plutôt relation de type plusieurs à plusieurs, avec une classe d'association. Alors, je vais créer donc voilà, je crée la classe film. Alors chaque film est défini par son ID. Il est défini par le titre. Et après le réalisateur, par exemple la durée du film, on peut la définir. On va définir le réalisateur du film. Et on va définir également la description du film. Et une photo pour représenter c'est-à-dire afficher au niveau de l'interface du film. Et voilà. Donc ça, c'est pour le film. Un autre attribut, la date de sortie, par exemple. Alors après, donc, voilà. Donc après, vous avez une relation entre film et salle. Alors cette fois-ci, c'est une relation plusieurs à plusieurs. Parce qu'en fait, un film peut être projeté dans plusieurs salles. Et la salle peut accueillir la projection de plusieurs films, c'est-à-dire many to many. Mais sauf que cette fois-ci, quand vous dites un film est projeté dans une salle, dans plusieurs salles, mais à une date donnée. Donc nous avons besoin en quelque sorte d'enregistrer les projections, plutôt la date de projection. Donc ça veut dire que la relation hadi, c'est une relation plusieurs à plusieurs, many to many. C'est une relation plusieurs à plusieurs avec une classe d'association. C'est-à-dire, quand vous dites, si vous laissez juste la relation comme ça, ben, ça veut dire que ce que vous pouvez savoir dans la base de données, vous aurez une table salle, une table film, et après vous aurez une table d'association. Parce qu'en fait, quand vous avez une relation plusieurs à plusieurs, ça se traduit par la création d'une table d'association dans laquelle vous allez avoir le numéro de la salle et le numéro du film. Si vous laissez la relation comme ça, c'est que vous pouvez tout simplement savoir, tout ce que vous pouvez savoir, c'est par exemple, le film, il a été projeté dans quelle salle. La salle a accueilli les films qu'il a accueillis. Mais on ne peut pas savoir la date de projection, on ne peut pas savoir quelle séance de projection et quel est le prix qui a été fixé pour la projection. Et après d'autres informations. Alors c'est la raison pour laquelle ici, nous aurons besoin d'ajouter la relation à des propriétés. Alors quand vous avez une relation qui a des propriétés, donc on va créer une classe d'association. Alors ici donc je vais créer une classe d'association. Une classe d'association que je vais appeler projection. Parce qu'en fait, de toute façon, la relation bin film ou salle, c'est une projection qui va se faire. Alors projection film, je vais l'appeler projection film. Donc la relation hadi, c'est plutôt la classe, c'est une description de la relation. Donc ça veut dire que vous allez juste dessiner une relation entre ça et l'autre relation, ce qui permet généralement, en fait la classe d'association, il y a des petits tirés comme ça qui sont représentés en UML. Et ici, donc, je vais ajouter mes attributs. Donc, pour moi, les propriétés de la projection, il y a la date de projection,
il y a le prix, parce qu'en fait, on va fixer un prix, quand on définit une projection, on va fixer un prix. Si vous voulez, c'est le prix, on va dire, normal pour la vente de tickets. Donc, on met les attributs, mais normalement, il y a encore d'autres caractéristiques que nous allons ajouter ici. Alors, vous voyez bien, ça c'est... Alors, quand vous dites la date projection, la date projection, bah, la date projection, on ne peut pas le mettre dans la classe film. Parce que si vous le mettez dans la classe film, ça veut dire c'est comme si vous dites la date projection du film. Mais en fait, le film, il peut être projeté plusieurs fois. Donc, ça veut dire il y a plusieurs dates de projection. On ne peut pas le mettre dans la salle. Parce que si vous le mettez dans la salle, ça veut dire, tout simplement, c'est la date de projection de la salle. Alors que la salle, il utilise plusieurs dates pour... Donc, ça ne peut pas être ça. Donc, et les hauts, tout simplement, c'est la relation. C'est-à-dire, c'est la date projection du film dans une salle. C'est pour cela qu'en fait, c'est un attribut qui est porté par la relation. C'est une classe d'association, ou bien c'est une relation, tout simplement. Alors maintenant, la projection elle-même, elle est liée à la séance également. Parce qu'en fait, la date, c'est juste, vous dites par exemple, lundi, par exemple, je vais projeter le film tel dans la salle telle, ou lundi 25. Mais après, il faut dire à quelle heure. Alors pour moi, l'heure, c'est les séances. Donc je vais définir une classe séance dans laquelle je vais définir la séance dans laquelle je vais définir l'heure début de la séance. Donc l'heure de début de la séance. On aurait pu ajouter directement dans la classe projection l'attribut heure début. Et après, c'est-à-dire il y a la date, il y a l'heure début. Donc c'est correct. Sauf que dans notre cas, on a besoin de créer carrément une classe pour les séances. C'est pour organiser les séances. C'est-à-dire, on va définir quelques séances de 14 heures, une séance de 15 heures, etc. Mais en fait, ça revient au même, ça peut être utile. Alors la même chose ici, une projection se déroule dans une séance. Ça veut dire que vous avez une relation one to many, many to one. Parce qu'une séance se trouve plutôt une projection, elle est projetée dans une séance. Donc vous avez ici un. Plus important, c'est en fait, ici c'est un, et là c'est plusieurs. Mais après, ici à vrai dire, donc je vais utiliser une association unidirectionnelle, c'est-à-dire tout ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt ça, c'est-à-dire ce qui m'intéresse c'est la projection. Ici j'ai la projection, je sais, si j'ai la projection, je sais dans quelle séance, enfin la séance de la projection. Donc ça c'est... Ici, donc, vous avez une relation à 1. Normalement, c'est one to many, many to one, mais ici, il est unidirectionnel. Mais, comme je disais, vous pouvez la garder bidirectionnelle. Donc, la projection. Alors maintenant, pour chaque projection, on va vendre des tickets. Mais avant de parler des tickets, il y a d'abord les films, on va les classer par catégorie. Donc, ça veut dire on va créer une classe catégorie dans laquelle on va définir les catégories de films. Voilà. Chaque catégorie est définie par son ID et le nom de la catégorie. Donc on va dire que par exemple il y a la catégorie les films d'action, les films science-fiction, etc. Bon. Alors la même chose, c'est une relation 1 à plusieurs à 1. Oui, donc la majorité des relations ici c'est one to many, many to one. Voilà. Donc, voilà, on prévoit donc maintenant, pour chaque projection, on prévoit de vendre des tickets. Ça veut dire qu'il y a la notion de ticket, il y a des attributs. Pour chaque ticket, on va garder le ID du ticket, le numéro du ticket. Il y a le nom du client, on va juste garder le nom du client dans le ticket. Et on va garder également le prix du ticket. Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, le prix n'est pas forcément le même prix de la projection. C'est-à-dire, vous avez ici pour le ticket, vous avez un prix. Mais le prix normalement de ticket, ça devrait être le prix de la projection. Parce que moi, je crée une projection, je dis, la projection, le film, je vais le projeter à 20h.
voilà le prix que je vais fixer. Par exemple, 100 dirhams. Mais les tickets, il y a des tarifications. Par exemple, je peux avoir un client qui va acheter un ticket à 60 dirhams parce qu'il a un code promotionnel ou là, un tarif étudiant ou là, je sais pas quoi. Donc, ça veut dire que ici, donc, par défaut, c'est le même, mais ça peut différer donc d'un ticket à l'autre. Alors, la même chose, donc il y a une relation one to many, many to one entre ticket et la projection. Voilà, une relation. Donc, pour une projection, on va vendre un ensemble de tickets. OK? Voilà, c'est une relation one to many, many to one. Et il reste une dernière relation, c'est qu'un ticket, il concerne une place. Parce que chaque ticket, bien sûr, il est fait pour vous acheter un ticket. Donc, automatiquement, le ticket, vous avez un numéro de place. Donc, ici, vous avez une relation entre ticket et place qu'on va créer ici. Voilà. Donc, c'est une relation, la même chose, one to many, many to one. Et voilà le principe. Et là, ça nous permet donc d'obtenir ce modèle ici. Alors voilà, après vous enregistrez votre diagramme de classe en format PDF, etc. Donc en tout cas, ou bien vous générez le code, parce qu'en fait, avec des outils comme ça, vous pouvez connaître, en fait, si vous voulez générer le code des classes, le code Java ou bien le code C++, tout ça, vous pouvez le faire avec les outils généralement. Mais le plus important pour nous, donc, c'est juste, d'abord, c'est de poser le modèle et de faire la conception d'une manière correcte. Alors ça, c'est purement, c'est de la conception. Voilà, et après donc on obtient quoi? Ben, on obtient donc notre diagramme de classe que vous avez ici. Voilà. Donc vous l'aurez dans le support. Donc, alors en fait, comme je disais, donc pourquoi je vous donne ça? Parce que je sais juste pour ne pas vous laisser un petit peu se perdre, on va travailler avec ce modèle-là, penser à un modèle qui est correct, mais que vous pouvez améliorer. Alors par exemple ici le nom du client, au lieu d'avoir nom de client, vous pouvez ajouter une table, plutôt une classe client. Il y a une relation encore one to many, many to one. Là vous avez le paiement, et dans ce cas là vous pouvez ajouter d'autres classes, la carte de paiement, vous pouvez ajouter d'autres attributs. Et il y a encore d'autres choses que vous pouvez ajouter, d'autres attributs, donc en fonction de ce que vous proposez. Mais en tout cas, donc, dans un premier temps, vous allez travailler avec ce modèle. Bien, alors, juste comme vous pouvez le remarquer, alors ça, je vais revenir tout à l'heure. Alors, en fait, dans le projet que vous allez travailler, donc c'est un projet dans lequel vous allez utiliser les dépendances suivantes. Donc, il y a les dépendances classiques, donc il y a Spring Data GPA, il y a en fait le web, il y a Lombok, en fait MySQL Connector et après DevTools. Donc, ça, c'est ce que nous avons utilisé la dernière fois. Mais du moment que nous allons travailler avec une API REST, un web service RESTful, parce qu'on va utiliser l'approche rendue côté client. Donc nous allons en quelque sorte donc utiliser voilà Spring Data REST. Donc je crois dans le cours du web service, donc j'avais déjà parlé de en quelque sorte la différence entre les web services SOAP, RESTful, mais en tout cas ici, donc, nous allons voir dans ce projet-là comment utiliser, comment créer une REST API pour gérer, donc, bien sûr, les données côté serveur. Alors après, donc, il y a les entités. Donc, pour les entités, donc, vous allez presque refaire c'est les mêmes choses qui vont se répéter. Alors, donc, vous allez trouver toutes les entités, pratiquement, vous allez trouver la notation entité, ID Generated Value, bon, ça, c'est quelque chose que nous avons déjà vu. Et après, pour les getters et setters, donc ça c'est du GPA. Mais pour les getters et setters, c'est Lombok, la notation data, all are constructor, no are constructor, etc. ToString. C'est pour générer donc tout ça. Les getters et setters et le constructeur sans paramètres et le constructeur avec paramètres. Et après, vous avez les attributs. Et après, il y a les relations. Alors maintenant,
C'est parce que vous avez beaucoup de classes, il faut traduire la relation. Alors je prends par exemple le cas de cinéma avec par exemple salle. Alors si vous prenez cinéma avec salle, un cinéma contient plusieurs salles et une salle concerne un cinéma. Alors au niveau des classes, ça va se traduire par quoi? Donc au niveau de la classe cinéma, je vais déclarer une liste de salles. Dans la classe cinéma, j'aurai une liste, une collection de salles. Et dans la classe salle, j'ai un objet de type cinéma. Alors, vous voyez, donc ici, vous avez, dans cinéma, vous avez une collection de salles, c'est une liste de salles. Et dans la classe salle, vous avez un objet de type cinéma. Donc, c'est ça la relation one-to-many, many-to-one. C'est-à-dire, si j'ai un objet cinéma, je peux connaître la liste des salles. Et si j'ai un objet salle, je peux avoir les informations sur le cinéma. Bon, il est navigable dans les deux sens. Alors maintenant pour le mapping objet relationnel avec GPA. Donc comme vous avez ici l'attribut de type cinéma, pour mapper la relation, il faut utiliser pour lui dire que ça c'est une relation de type many to one. Ben, vous utilisez la notation many to one. Alors la notation many to one, c'est la notation GPA. C'est pour indiquer tout simplement à GPA comme quoi l'attribut cinéma, il représente une relation many to one. Alors pourquoi many to one? C'est-à-dire plusieurs salles pour un cinéma. Et vous savez que quand vous utilisez quand vous dites une salle se trouve dans un cinéma, il est évident que dans la table salle, il y aura une clé étrangère. C'est-à-dire que la clé primaire de cinéma devient clé étrangère. Donc, l'attribut header, ça concerne l'objet. Mais la base de données, il y aura plutôt la clé étrangère qui représente le cinéma. Donc, ça veut dire que quand vous utilisez many-to-one, automatiquement, il va, dans la table ici salle, il va créer une clé étrangère. En fait, une clé étrangère qui représente le cinéma dans la table salle. Alors maintenant, quand on crée cette clé étrangère, par défaut, en fait, il va lui donner le nom Cinema ID. Donc ça c'est par défaut le nom. Mais si vous voulez changer le nom, vous voulez lui attribuer un nom à la clé étrangère, vous utilisez la notation join colon, c'est-à-dire many-to-one. Automatiquement, il faut une clé étrangère dans la table salle. Mais si vous voulez nommer cette relation-là, c'est-à-dire si vous voulez lui donner un nom, vous voulez donner un nom à la clé étrangère, vous utilisez join colon. Par exemple, ici je l'appelle ID Cinema. Bon, c'est juste un choix. Donc, la relation many-to-one. Many-to-one, ça veut dire il y a une clé étrangère dans la table. Alors maintenant, de l'autre côté, comme il est navigable, ici, dans salle, on va utiliser one-to-many. Alors, one-to-many, one-to-many, ça veut dire tout simplement, one-to-many, ça veut dire un cinéma pour plusieurs salles. Alors maintenant, quand vous dites one-to-many, one-to-many, many-to-one, c'est la même relation. On a one-to-many, on a many-to-one, c'est la même relation. Alors maintenant, il faut indiquer à GPA que la relation one-to-many ou one-to-many many-to-one que j'ai dans ça, il s'agit de la même relation. Comme ça, il va savoir qu'il s'agit de la même clé étrangère qui représente la relation. Alors comment on va lui dire que one-to-many que j'ai ici, ou many-to-one que j'ai là, il représente la même relation? Et bien tout simplement, c'est grâce à l'attribut header. C'est mapped by. Donc one-to-many, mapped by cinéma. Ça veut dire quoi? C'est comme si je lui dis que one-to-many, il est déjà mappé dans un attribut qui s'appelle cinéma, qui se trouve dans la salle. Donc automatiquement, quand il regarde dans la salle, il y a un attribut qui s'appelle cinéma. Donc il va trouver une relation ici, many-to-one. Donc automatiquement, il sait qu'il s'agit de la même relation. Il sait qu'il s'agit d'une relation bidirectionnelle. Donc automatiquement, il va utiliser la même clé étrangère. Donc c'est-à-dire que ce soit one-to-many ou la many-to-one, automatiquement, en fait, il y a une clé étrangère qui va être créée dans la table salle. Mais pour lui dire qu'il s'agit de la même relation, de la même en fait, clé étrangère, eh bien, tout simplement, on va utiliser mapped by. Parce que si vous n'utilisez pas mapped by, il ne pourra pas savoir qu'il s'agit d'une relation bidirectionnelle.
Donc, au moment où il va vous générer les tables, vous allez remarquer qu'il va tenter de générer deux clés étrangères. Pour lui, one to many, ça implique une clé étrangère, et many to one, c'est une autre clé étrangère. Alors, ça veut dire que dans la table sale, il va vous créer deux clés étrangères. Alors que, en principe, c'est la même relation. Donc, c'est juste pour vous expliquer, voilà la raison pour laquelle on utilise mapped by. Donc, mapped by, cinéma, c'est pour dire tout simplement que voilà, la relation, elle est bidirectionnelle. Alors, vous voyez, donc ça, c'est one to many, many to one. Et tout le reste, c'est la même chose. Parce qu'en fait, la majorité des relations, c'est one to many, many to one. Par exemple, ici, vous voyez cinéma avec ville, la même chose. Dans la classe ville, vous avez une collection de cinéma. Et dans cinéma, vous avez un objet de type ville. Dans ville, vous avez une collection de cinéma. Vous avez ici one to many. Et dans cinéma, vous avez un objet de type ville. Là, vous avez many to one. One to many, many to one. La même chose ici. Dans salle, vous avez plusieurs places. Dans salle, vous avez une collection de places. Il est là. C'est one to many. Et dans place, vous avez un objet de type salle. Many to one. Et à chaque fois dans one to many, je mets mapped by parce que c'est une relation bidirectionnelle. Donc, vous voyez donc la bonne partie des relations, si one to many, many to one, c'est toujours le même principe. Alors, sauf qu'il y a une seule relation qui est différente. Il y a la relation ADI, dans laquelle vous avez la projection. Parce qu'ici, vous avez une relation many to many, plusieurs à plusieurs, avec une classe d'association. Alors maintenant, comment représenter une relation de type plusieurs à plusieurs avec une classe d'association? Alors, c'est pour cela que je vous montre ce que vous avez ici. Alors, vous devrez juste savoir que quand vous avez une relation comme ça, une classe A qui est liée à une classe B, avec une relation many to many, plusieurs à plusieurs, avec une classe d'association C. Je vous donne juste des exemples. Vous dites par exemple, une commande contient plusieurs produits. Un produit peut se trouver dans plusieurs commandes, mais avec une certaine quantité. Par exemple, une commande contient plusieurs produits avec une quantité. Donc, ça veut dire que dans la commande telle, j'ai un produit tel, mais avec quelle quantité? Donc, la quantité, bien sûr, c'est une relation, c'est une propriété de la relation. Parce que quantité, c'est la quantité de produits dans la commande. C'est-à-dire, c'est une propriété qui représente la relation. Donc, ça veut dire, vous avez ici, quand vous avez une relation many to many, ou là encore un exemple, un étudiant peut emprunter plusieurs livres, et un livre peut être emprunté par plusieurs étudiants. C'est plusieurs à plusieurs. Mais quand vous dites un étudiant peut emprunter plusieurs livres à des dates données, c'est-à-dire à chaque fois que j'emprunte un livre, j'ai besoin de garder la date d'emprunt, la date de remise. Donc la même chose, c'est des propriétés de l'association. Donc globalement, quand vous avez une relation many to many avec une classe d'association, alors vous pouvez la transformer en deux relations. D'abord, vous avez la classe A, ça c'est équivalent à ça. La classe A est liée à la classe C par la relation one to many et la classe C est liée à la classe B par many to one. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si vous dites un objet A, on va lui associer plusieurs objets C et chaque objet C, on va lui associer un objet B. Là, c'est la même chose. Dans la classe A, vous allez avoir une collection de C et dans C, vous allez avoir un objet de type B. Donc, c'est la même chose. Donc, ça veut dire on revient toujours one to many, many to one. One to many, one to many. Alors, dans notre exemple ici, nous avons film, salle. Un film peut être projeté dans plusieurs salles. Et en fait, une salle peut faire l'objet de plusieurs projections. Voilà. Une salle peut faire l'objet de projection de plusieurs films. Et après, la relation, c'est projection. Alors, la même chose, ici, on peut la remplacer par un film. C'est comme si vous dites un film, on va lui associer plusieurs projections. C'est normal. C'est-à-dire, le film peut être projeté plusieurs fois. Le film, on va lui associer plusieurs projections, donc one to many. Chaque projection concerne un film.
Et après, chaque projection se déroule dans une salle. La projection se déroule dans une salle. Et une salle, bien sûr, peut être liée à plusieurs projections. Donc, c'est la même chose. Soit vous faites ça, soit vous faites ça dans votre diagramme de classe. C'est la même chose. Hadi, hadi, c'est la même chose. Monsieur, j'ai Ah, une question. oui, Dans le deuxième cas, dans la classe film, on aura un arrêt de projection. Dans la classe salle, c'est la même chose, un arrêt de projection. oui, Et dans la classe projection, on aura un seul film et une seule salle, n'est-ce pas? exactement. C'est-à-dire que dans la D'accord. classe projection, on va avoir un objet de type film et on aura un objet de type salle. Alors, c'est ce que nous allons d'ailleurs voir ici. Donc, vous voyez, donc, on passe, si vous avez un cas comme ça, vous pouvez le représenter comme ça, c'est beaucoup plus simple. C'est ce que nous allons avoir ici dans le code. Vous voyez bien, dans la classe salle, j'ai une collection de projections. Dans la classe salle, j'ai une collection de projections. Dans la classe projection, voilà, film, j'ai une collection de projections. Dans la classe film, j'ai une collection de projections. Alors maintenant, dans projection, j'aurai un objet de type film et un objet de type salle. Il y a dit la projection. Donc projection, elle est définie par une projection se déroule dans une salle, many to one, et il concerne un film, many to one. Alors la même chose, vous avez one to many, many to one, bon, ça le problème est réglé. Bon, ça veut dire que dans notre base de données, on aura la table projection, il y aura ID projection, la date projection, le prix de la projection, il y aura la clé étrangère, ID salle, salle ID, il y aura la clé étrangère pour le film, film ID, et après maintenant, nous avons une projection qui concerne plusieurs tickets. C'est-à-dire pour une projection, on va définir un ensemble de tickets. Non, j'ai déjà séance, parce qu'en fait, une projection concerne une séance. Ça veut dire également, vous avez ici one to many, many to one. Alors, ça veut dire que une projection également concerne une séance. Vous voyez donc ici, projection concerne une séance. Ça veut dire que dans la table projection, vous aurez une clé étrangère séance ID, le numéro de la séance. Et après, donc, il y a les tickets. Donc, dans notre cas, pour une projection, on va vendre un ensemble de tickets. Et les tickets, donc, comme vous le voyez ici, donc, pratiquement c'est one to many, many to one. Et chaque ticket concerne une place. Alors, si vous regardez maintenant projection, vous allez avoir un ensemble de tickets. Et dans ticket, vous avez un objet de type projection, many to one. Et chaque ticket concerne une place. Vous avez un objet de type place. Voilà. Alors, pour le ticket, on va ajouter un attribut réservé de type booléen. Parce qu'en fait, à un moment donné, dans l'application, quand un ticket est acheté, il faut qu'on marque comme quoi ça y est, il est réservé, il est acheté. Voilà, alors vous voyez donc c'est la même chose, vous trouverez donc les mêmes éléments. Une fois que vous créez les entités GPA, par la suite vous allez créer les interfaces GPA Repository. Alors ici vous allez créer, donc on va gérer plusieurs entités, Cinema Repository, Extend GPA Repository, donc ça c'est Spring Data. Donc c'est une interface qui permet de gérer les cinémas. Ici c'est l'interface qui permet de gérer les catégories. Une interface qui permet de gérer les films, les villes, place repository, projection repository, salle repository, science repository, ticket repository. Donc là c'est des interfaces Spring Data. Donc c'est encore grâce à Spring Data, le mapping objet relationnel c'est presque déjà fait. Et c'est encore grâce à Spring, si vous voulez créer un web service, une API RESTful, c'est presque une seule annotation. Si vous ajoutez à l'annotation repository rest resource ici, هذه شنو هي هذه Spring Data REST. En fait, la dépendance que nous avons ici, هذه Data REST, il vous fournit l'annotation. Si vous mettez repository rest resource, automatiquement au démarrage, il va démarrer un web service RESTful qui permet de gérer le cinéma.
Après, c'est ce que je vais vous montrer dans la démo tout à l'heure. Et la même chose, donc ici, vous avez une REST API qui permet de gérer le cinéma, une REST API qui permet de gérer les catégories, etc. Donc c'est comme si vous dites, le fait de créer les entités, les classes comme ça, les entités, et vous créez les interfaces, vous pouvez dire que vous avez presque terminé la partie back-end. La partie back-end, c'est fait, pourquoi? Parce que si vous lancez votre navigateur, vous pouvez commencer à avoir ajouter des cinémas, tout ça c'est avec des requêtes HTTP, et vous allez voir des résultats en format JSON. Après, par la suite, c'est la partie front-end, c'est-à-dire avec Angular ou bien avec React, ou bien dans l'application mobile qu'on va ici donc d'exploiter les API REST. Alors ici donc vous voyez un aperçu d'un exemple d'application, en fait d'un exemple d'interface que vous allez créer. Alors vous voyez ici par exemple je vois ici la liste des villes. À chaque fois que je sélectionne une ville, j'ai la liste des cinémas. Donc c'est normal, dans une ville il y a plusieurs cinémas, donc quand je sélectionne j'ai la liste des cinémas. Et quand je sélectionne un cinéma, j'ai une liste de salles. Et dans la salle, j'ai une liste de projections. Et chaque projection, il y a un film, il y a une séance. Donc ici, donc l'utilisateur, il peut sélectionner par exemple, voilà, la projection. Et quand il va sélectionner une projection, il y aura une liste de tickets à vendre. Et le client, lui, il peut cliquer par exemple sur un bouton, un ticket, pour acheter. Et quand il va cliquer sur un ticket, ben, tout simplement, il y a un petit formulaire qui va s'afficher. C'est pour maintenant valider le ticket. C'est pour le réserver. Et pour cela, on a besoin de spécifier le nom du client et un code paiement. Quand vous faites valider les tickets, et après, quand on valide un ticket, on voit bien que quand dans la séance, tous les tickets qui sont achetés, qui sont validés, ben, tout simplement, ils sont grisés. Et les tickets qui sont encore en vente, donc ils sont en vert. Bon, ça donne une idée. Alors, ça c'est la première interface que vous allez travailler avec. Donc, en principe, on peut bien faire l'interface avec TeamLeaf, si on fait le rendu côté serveur. Mais c'est exprès ici, donc on va travailler avec, on va faire des rendus côté client. Ça veut dire cette partie front-end, on va la travailler avec Angular, c'est parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus performant à travailler avec plutôt Angular. Voilà, alors ça c'est l'interface. Bon, après par la suite, donc vous aurez besoin juste de créer une appli. En fait, dans la première étape du projet, parce qu'en fait le projet on va le diviser en plusieurs étapes. Dans la première étape, vous allez créer le projet. Vous allez créer les entités GPA, vous créez les interfaces GPA Repository et vous testez la couche DAO. Et pour tester la couche DAO, donc la même chose, vous aurez besoin de créer une application qui permet d'ajouter des villes dans la base de données. Pour chaque ville, vous ajoutez des cinémas. Pour chaque cinéma, vous ajoutez des salles. Pour chaque salle, vous ajoutez des places. Vous ajoutez les séances, vous ajoutez les catégories des films, vous ajoutez quelques films et vous ajoutez des projections et des tickets. Alors pour cela, bon, on peut créer une interface juste dans laquelle on va mettre init ville, init cinéma, init salle, etc. Bon, c'est une interface, une fois que je crée une implémentation de cette interface-là, alors dans init cinéma, init ville, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, on va on va avoir une liste de villes, Casablanca, Marrakech, Rabat, etc., Tanger, for each, pour chaque ville. Je prends le nom de la ville et je crée une ville, new ville, ville.setName, le nom de la ville, et après ville repository.save. Ben, tout simplement, la méthode initVille, si je l'appelle, il va permettre de m'enregistrer dans la base de données 4 villes. Et par exemple, cette méthode-là, elle va me permettre pour un ensemble de cinéma, Megarama, IMAX, etc. Bon, ça c'est des exemples comme ça. Pour chaque cinéma, pour chaque ville, je fais ville repository.findAll. Donc pour chaque ville, V, je vais ajouter 4 cinémas ou de la 5 cinémas que vous voyez ici. Donc je crée le cinéma, vous voyez, new cinéma, cinéma.setName, cinéma.set le nombre de salles, ça c'est un nombre aléatoire, cinéma.set ville, il y a la ville, V, le cinéma ça concerne la ville, et après cinéma repository.save. Ben, c'est la même chose que vous allez avoir pour les salles, les places, et du coup donc votre application, dans la méthode main, dans la méthode run,
On va tout simplement faire appel à les méthodes initVille, c'est pour ajouter des villes, initSalle, c'est pour ajouter des salles, ajouter des séances, ajouter des films. Alors, l'opération Hadi, il va vous permettre donc d'alimenter la base de données avec des données et ça va vous permettre de vérifier est-ce que votre modèle est correct. Est-ce que les clés étrangères sont bonnes? Est-ce que votre base de données elle est bonne? Donc, Hadi, c'est une étape importante. Donc, ça, c'est la première partie c'est-à-dire de votre livrable, c'est-à-dire la première partie du projet que vous allez travailler. Oui, il y a la partie couche DO. Vous allez voir que pour vous, c'est vraiment, il n'y aura pas beaucoup de problèmes techniques. C'est très simple. Alors, c'est pour cela donc je vais vous faire une petite démonstration rapidement pour vous montrer je vais prendre juste le cas d'une entité. Alors ici, il nous reste juste 30 minutes, donc je vais rapidement faire ça.